Merci à tous d'être là. Mon propos va porter sur les conditions objectives de l'insurrection qui va tôt ou tard arriver au Congo. Donc j'ai listé une série d'événements sociaux qui montrent que nous ne sommes plus seulement dans une contestation politique, mais réellement dans une implosion d'un système qui arrive en fin de course. Nous avons d'abord eu la grève de l'Oandjili, de l'hôpital de l'Oandjili qui se trouve à Pointe-Noire. C'était une grève catégorielle, simplement des fonctionnaires qui n'étaient pas contents de leur traitement, mais qui, pour la première fois, dans leur initiative, décrètent qu'il faut la démission de la patronne de l'hôpital, qui, elle, est soutenue par des barons du régime. Donc, cette irrévérence vis-à-vis de ce qu'on appelle chez nous vraiment des espèces d'institutions, puisque ces gens sont cooptés par appartenance ethnique pour gérer des pans de l'économie nationale, montrait qu'il y a un début de mouvement, vraiment un mouvement social profond, qui arrive à se mettre en place, même s'il n'est pas très audible dans les médias internationaux et même dans les médias locaux, et qu'il passe vraiment sous le boisseau, mais il constitue la trame de fond de cette rébellion qui date d'octobre 2015, mais qui continue. Il y a ensuite l'affaire Maître Essou. Donc Maître Essou, avocat de Marcel Ntsuru, est incarcéré juste après la mort de son client, et dans une manœuvre politique, on essaie de lui faire porter le chapeau de la mort de son client, puisqu'on n'a pas pu, le régime n'a pas réussi à faire porter le chapeau au frère de Marcel Ntsuru, M. Bani. Là, nous avons une profession libérale. C'est ce qui était intéressant à regarder. Les avocats étant une profession libérale, ils font quelque chose de neuf au Congo, une revendication catégorielle, libre. Donc ils ne se définissent ni en fonction de leur ethnie, ni en fonction des appartenances politiques, mais ils disent on a touché à un avocat, donc c'est tous les avocats qui sont touchés. Et donc cette capacité à agir de manière concertée à Brazzaville, malgré la corruption du bâtonnier, M. Kenom, qui dans une interview donnée à RFI et je crois au journal Le Point, dit on a arrêté mais c'est pas illégal. Or, l'arrestation d'un avocat hors de la prison du bâtonnier est foncièrement illégale dans le droit congolais. Donc même la corruption du bâtonnier n'a pas freiné la capacité des avocats à se mettre en mouvement, donc à Brazzaville, et ceux de Pointe-Noire en solidarité décrétant une grève illimitée, et ceux des autres tribunaux d'instance décrétant aussi la grève. Cette pression montre que face à la pression sociale d'un corps constitué, le régime a lâché. Maître Essou, après 3 jours de prison, a été libéré. Donc nous voyons là, en fait, la manœuvre idéale pour obtenir la libération de quelqu'un, même dans ce régime totalitaire. Donc un front uni, un front de gens libéraux, parce que là, ce qui a marché, c'est le fait qu'ils n'avaient pas de hiérarchie directement liée au régime, et la grève a pris, la libération a été obtenue, et Maître Essou est actuellement hors de danger. Nous avons un autre cas qui montre qu'il peut avoir une contestation du côté aussi des fonctionnaires, mais elle est moins affirmée. Donc nous avons eu récemment la grève des professeurs de l'université Mariangwabi. C'était une revendication clairement sociale. Ils n'ont pas été payés depuis plus de 6 mois. Depuis près de 3 ans, ils n'ont pas reçu leurs différents bonus pour les heures supplémentaires qu'ils font. Et ils décrètent une grève. Au départ, ils voulaient illimiter, mais finalement, ils disent une grève de 3 jours. Et la grève a été suivie à 100% sur l'ensemble des établissements de l'université Mariangwabi. En revanche, là, du fait du statut de fonctionnaire, la grève ne peut pas aller plus loin, puisque immédiatement, le président Sassou les fait venir au palais. Donc, on saute le ministre en charge de tutelle, M. Bruno Richard Eto'o, et on va directement, le président de la République, lui, sachant la capacité d'insurrection potentielle de Mariangwabi, décide de faire venir l'intersyndicale. Et c'est là où l'intersyndicale manque de clairvoyance et accepte le rendez-vous, hors la présence de médias, hors la présence d'un tiers pour faire la médiation, et donc accepterait pour l'instant de lâcher la grève au profit des prébendes données à ceux de l'intersyndicale. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que c'est simplement le lien hiérarchique et la peur de se retrouver radié à la porte de la retraite qui fait que ces gens acceptent d'y aller. Mais concrètement, les faux arguments qui sont donnés du genre l'année scolaire des étudiants et la sécurité des gens sont des faux arguments avancés par le régime, donc des faux arguments moraux, pour dire aux gens, non, nous sommes dans un état normal, continuez à donner des cours, continuez à le faire, vous serez payé tôt ou tard. Mais la réalité économique est différente.
Nous avons le contexte maintenant environnemental. Actuellement au Congo sévit une pénurie, une triple ou une quadruple pénurie de carburant, à tel point que la société Air France n'arrive plus à atterrir directement à Brazzaville, doit faire le plein soit à Libreville, soit à Yaoundé ou ailleurs, parce qu'évidemment à Brazzaville il n'y a plus de kérosène disponible, et pour les usagers normaux, donc les taximens et autres, il n'y a plus du tout d'essence dans la ville. Nous avons la pénurie d'eau, qui est ancienne, mais qui maintenant touche aussi des quartiers réputés résidentiels, proches du pouvoir, les quartiers UP, on dirait, pour prendre un langage apparenté. Donc, pénurie d'eau. Nous avons la pénurie de gaz butane. Il faut savoir que le gaz butane au Congo, c'est ce qui permet de cuisiner. Puisque les gens n'ayant pas de plaque électrique, l'électricité étant elle-même problématique, on utilise le gaz butane pour cuisiner. Or là, nous avons une pénurie du gaz butane. Je vais faire un arrêt sur la pénurie du gaz butane parce que c'est une vraie fausse pénurie. C'est une pénurie parce que la SNPC, qui est dirigée par le fils du président, est incapable de payer ses fournisseurs. Et c'est cette répercussion de l'incapacité de payer les fournisseurs qui génère la pénurie. Et même dans cette pénurie, les stocks disponibles font l'objet d'une contrebande par justement des gens du régime et qui sont vendus surtaxés à la population, donc sont vraiment dans un racket institutionnalisé à tous les étages. Et cette pénurie de gaz encore, elle est potentiellement explosive pour le régime parce que le substitut au gaz butane au Congo, c'est le charbon de bois qui est majoritairement produit dans la région du Poul, qui actuellement ne peut plus alimenter la capitale du fait des troubles qui y sont. Et évidemment, les pénuries d'électricité, notamment parce que les dernières centrales installées par le régime sont des centrales thermiques qui utilisent donc le fioul lourd, qui ne peut plus être acheminé à Brazzaville. Là, nous avons vraiment un climat explosif où les gens ne peuvent ni manger, donc cuisiner, ni suivre quelque chose pour se divertir à travers l'électricité, ni se laver correctement et s'alimenter correctement à cause de l'eau, ni se déplacer à cause de la pénurie d'essence. Donc la ville morte que l'opposition voulait est de fait en train d'avoir lieu, puisque plus personne ne pouvant se déplacer, aller au travail, nous assistons à des villes mortes involontaires, mais des villes mortes quand même. Nous avons les affaires. Les affaires, c'est le volet moral. Le procureur dont a parlé Guy Mafimba Okongakala n'a sans cesse de répéter devant les chaînes de l'État le Congo est un État de droit, le Congo est un État de droit. Donc quand dans les médias internationaux une grande affaire sort sur des malversations impliquant des gens du pouvoir et que l'opinion congolaise ne voit sur place intervenir aucune arrestation, aucune enquête ouverte, aucune enquête diligentée, ni par le Parlement, ni par le procureur, ni même par le président comme ça le pique, même les plus sceptiques se disent il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc notamment la dernière affaire, l'affaire Eker, qui implique Madame Moussa, qui est la fille d'un ancien ministre, Monsieur Moussa, très lié au pouvoir, qui implique Monsieur Bouya, très lié au pouvoir, et qui serait potentiellement coupable d'un détournement de plus de 500 millions d'euros. Et aucune enquête à ce jour n'a été ouverte au Congo sur cette affaire. Donc nous ne sommes réellement pas en face d'un état de droit. Et même le plus sceptique des Congolais, face à cette information, nous sommes devant des faits extrêmement graves. Nous avons l'affaire Sokotram avec Willy Nguesso qui, depuis 1997, a détourné concrètement l'argent de la douane congolaise passant par le port. Toute marchandise entrant ou sortant du Congo avait un impôt Nguesso via la Sokotram de M. Willy Nguesso qui a été reconnu par un tribunal fédéral du Canada comme faisant partie d'une organisation criminelle, le clan Nguesso. Donc nous sommes vraiment face à cette affaire qui a explosé dans les médias internationaux, mais M. Willy Nguesso n'a ni été interpellé, ni même au titre de la coopération judiciaire entre la France et le Congo, puisqu'il a été mis en examen ici en France à ce sujet, il devait avoir normalement, au titre de cette passerelle, une enquête ouverte automatiquement au Congo, chose qui n'a pas été faite par le tribunal de M. Ngakala. Et sans passer par l'affaire Otonello, des journalistes qui ont été molestés à Pointe-Noire, emprisonnés parce qu'ils avaient interviewé M. Otonello, qui lui aussi a fait une fraude à plus de 1 milliard de dollars entre le Nigeria et le Congo. Et voilà. Les prisonniers politiques, je ne vais pas m'appesantir dessus, mais je voudrais juste ajouter que sur l'affaire du Poul, et j'en ai parlé avec Madame Lecoutre d'Amnesty, sur l'affaire du Poul, nous sommes en face, en fait, non pas d'une guerre du Poul, mais d'une organisation criminelle qui s'est mise en place, où les miliciens du régime vont dans le Poul, non pas pour combattre,
mais pour racketter, pour tuer, parce que ça leur permet de faire sortir de l'argent du trésor. Comme la crise est généralisée, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour faire sortir de l'argent du trésor, c'est d'aller faire du gangstérisme dans le pool, massacrer les populations, au titre de la terreur certainement pour mater les populations, mais aussi au titre d'une sortie d'argent, d'une manière de s'enrichir sur le dos des populations. Et entre Kinkala et Brazzaville, il y a plusieurs checkpoints où les gens sont copieusement rançonnés. Nous avons donc ici un panorama qui est assez désastreux. Mais derrière, il faut savoir que l'élection de mars 2016 a permis de faire émerger chez les Congolais un réel sentiment national. Nous avons vu à travers les meetings de Mokoko, à travers le résultat même de l'élection, à travers l'engouement des populations au moment où M. Okomi Salissa est conduit pour faire la reconstitution. Les populations sortent quand même à la rue pour réclamer la libération de leur champion. Donc nous sommes en face d'une réelle contestation qui a du mal à se mettre en place, mais qui est vraiment là et qui a besoin de secours. M. Sassou n'a pour lui ni la légalité, ni la légitimité, et donc, du fait qu'il ne comprend que le langage de la force, nous pensons, nous collectifs Sousloufi, que c'est un animal enragé. Nous sommes en face d'un animal enragé que le peuple congolais doit mettre hors de service. Il faut évacuer tous les arguments fallacieux qui nous sont servis. Les Congolais vont mourir. Non, les Congolais meurent déjà. L'alternance à tout prix n'est pas nécessaire. Nous pensons que l'alternance et l'état de droit est absolument nécessaire, puisque tous les projets sociaux que M. Sassou dit avoir entrepris n'ont produit pour les Congolais aucun effet. Le dernier rapport du PNUD et le rapport complémentaire du PAM, donc Programme alimentaire mondial sur le Congo, donnent par exemple ce chiffre absolument effroyable. Dans la Likwala, donc une région du nord du Congo, le taux de pauvreté est de 71%. Nous sommes en face d'une région du Congo qui est du nord, puisque, reprenons cette dichotomie de M. Sassou, où la pauvreté est à 71%. Donc nous sommes vraiment au-delà des 50%. Donc toute la population, on pourrait dire, est réduite à l'âge de pierre. Donc il n'y a pas eu d'investissement, il n'y a pas eu ce mythe que M. Sassou aime dire, un investissement massif pour équilibrer le nord du sud du pays, parce que le nord était défavorisé par la colonisation. Non, c'est faux. Il y a eu une organisation criminelle qui s'est mise en place à travers ce qu'ils appelaient la fête nationale tournante pour justement piller copieusement le trésor public. Et pour cette région qui a eu un programme de municipalisation accéléré, quand nous avons ce chiffre, 71% de taux de pauvreté après municipalisation accélérée, nous sommes en face d'un constat d'échec absolu. Nous disons, pour terminer, que ceux qui meurent dans le pool sont des Congolais. Et comme les avocats précités, nous devons être capables aujourd'hui de dépasser cette circonscription géographique et de dire que c'est un problème national. Ce n'est pas le problème du pool, c'est le problème de tous les Congolais, comme l'arrestation d'un seul avocat était le problème de tous les avocats. Nous devons mettre fin à la servitude volontaire des Congolais. Quand nous voyons ces files de Congolais en train de faire la queue pour attendre de l'essence sous la nuit, sans rechigner, sans parler, sans crier, nous disons non, ce n'est pas l'attitude qu'il faut avoir. Il faut être capable aussi, comme les fonctionnaires de l'université Mangwabi, de dire clairement que nous ne voulons plus ces pénuries et de désigner les responsables. Et le responsable ici, clairement, c'est M. Denis Christel Nguesso qu'il faut combattre, mais vraiment combattre concrètement. Nous avons la question, les Congolais disent non, il nous faut des leaders. Nous sommes à 1 an après l'élection. Aujourd'hui, nous savons concrètement, aussi bien au Congo et face aux médias internationaux, qui est qui dans le problème congolais. Nous avons le clan Kolela qui a laissé tomber le combat, qui a reconnu dans une dépêche RFI la réélection de Sassou Nguesso, qui, dans un meeting effroyable, dit que le Congo est une démocratie, alors que nous avons ces prisonniers politiques et ces gens qui meurent. Donc nous devons être capables, nous, de dire, les leaders, nous les connaissons aujourd'hui, c'est ceux qui sont emprisonnés et il appartient au peuple de se prendre en charge et d'être capable de réclamer, à la manière des avocats et à la manière des autres, la libération concrète. Et cette libération prendra la forme d'une insurrection, vraiment de 200 dans les rues, de le faire. Et pourquoi le faire? Parce que c'est au peuple de se mobiliser massivement et d'autorité, donc ne pas attendre, comme certains le disent, une autorisation préfectorale, puisque nous avons précisé en disant il n'y a ni légalité, ni légitimité
de M. Sassou aujourd'hui. Et vraiment pour terminer, le New York Times, dans un article du 30 mars 2016, et vraiment le New York Times le plaçant très haut parce que ça a été très difficile à voir, dit A marred election in the Republic of Congo, une élection truquée au Congo, et dit les forces de l'opposition congolaise ont raison de dire que l'élection était truquée. Donc M. Sassou n'a jamais été réélu président du Congo. Jamais. C'est une fiction qu'il se fait et pour la faire vivre, il tue des Congolais. Il réclame son lot de sang comme un monstre pour faire vivre sa fiction, donc, sa maladie mentale que nous disons, j'aime même pas sa mythomanie, sa paranoïa. Donc il tue pour faire vivre ce rêve qu'il est aimé du peuple congolais. Or, nous l'avons vu, il est concrètement détesté. Et nous appelons, pour clôturer, le peuple congolais à se prendre en charge. Les leaders que nous voulons sont emprisonnés et c'est à nous d'aller les libérer et de faire tomber cette dictature. Je vous remercie.